Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de cette webconférence sur la négociation collective. Euh, Avant de commencer le déroulé de cette webconférence, je tenais à vous présenter mes excuses pour le problème technique au nom de Jury Travail. Je vais faire une petite présentation de notre service. Jury Travail est le leader de l'information juridique digitale. Nous avons la première audience juridique en France avec 4,5 millions de visiteurs uniques mensuels et 8 millions de pages vues. Nous recensons plus de 170 000 appels d'information juridique par an. Nous avons à notre disposition le premier annuaire d'avocats en France avec plus de 15 000 avocats référencés. Jury Travail est une société créée en 2003 avec 55 salariés en 2018, dont 35 juristes en CDI. Nous avons plusieurs offres à destination des professionnels et des instances représentatives du personnel. L'accompagnement juridique au quotidien avec un juriste dédié à l'entreprise. Également, donc, alors je vous prie de m'excuser pour le problème technique. Également un abonnement mensuel à notre base documentaire de plus de 20 000 documents, guides, dossiers, modèles de lettres et de contrats contenant de la documentation juridique dématérialisée. Nous pouvons vous mettre en relation avec plus de 700 avocats partenaires. Et enfin, il existe un accompagnement à la création d'entreprises. Avant de commencer la présentation, je tiens à vous préciser que vous pourrez avoir accès, après la webconférence, au support diffusé. Je rappelle également que vous avez la possibilité de poser vos questions à la fin de cette webconférence et nous vous recontacterons directement pour répondre à vos questions posées. Alors pourquoi mettre en place cette webconférence? Pourquoi s'intéresser particulièrement à la négociation collective? Parce qu'en 2 ans, les règles encadrant la négociation collective ont été bouleversées de façon importante. Cette webconférence est l'occasion de faire le point sur les principales nouveautés mises en place. Les textes légaux qui réglementent la négociation collective sont les suivants, que vous pouvez avoir à l'écran à l'heure actuelle. La loi travail dite loi El Khomri du 8 août 2016, les deux ordonnances 1385 et 1388 du 22 septembre 2017, plus connues sous le terme des ordonnances de notre président de la République Emmanuel Macron, une ordonnance rectificative du 20 décembre 2017, c'est une ordonnance, si vous me permettez l'expression, fourre-tout, la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018, qui a ratifié les 6 ordonnances, et enfin plusieurs décrets d'application, dont 4 importants concernant la négociation collective. Voilà pour les références légales qui sont concernées par la nouvelle négociation des accords collectifs. On va s'intéresser désormais à la présentation au sommaire. Donc, en première intention, à la nouvelle articulation des accords collectifs, et plus précisément entre les accords de branche et les accords d'entreprise. On étudiera ensuite la nouvelle restructuration de ces accords. Alors, la nouvelle articulation des accords collectifs, et qui comprend donc au niveau de cette nouvelle articulation, une nouvelle articulation entre accord de branche et accord d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un accord de branche et un accord d'entreprise? Un accord de branche est un accord conclu entre les organisations syndicales et un ou plusieurs groupements d'entreprises qui font partie du même domaine d'activité. Un accord d'entreprise est lui conclu entre les organisations syndicales et une seule et même entreprise. La nouvelle articulation mise en place par les ordonnances Macron promeut la primauté de l'accord d'entreprise et crée une nouvelle articulation. L'accord d'entreprise, c'est le principe général. C'est le socle de la pyramide que vous voyez à la droite de votre écran. Il prend une place beaucoup plus importante qu'auparavant dans cette nouvelle articulation. Cette articulation, elle se divise en 3 parties que vous voyez au centre de votre écran, c'est le tableau, se divise en 3 parties désignées sous le terme de bloc par la doctrine. Le bloc 1, qui chapeaute la pyramide, que vous voyez à droite, comprend 13 exceptions
où l'accord de branche primera obligatoirement sur l'accord d'entreprise. C'est l'application de l'article L 2253-1 du Code du travail. Dans le bloc 2, c'est l'accord de branche qui choisit de primer dans 4 domaines. C'est le milieu de la pyramide. C'est l'article L 2253-2 du Code du travail. Dans le bloc 3, c'est l'accord d'entreprise, le socle, la primauté, qui va primer sur toutes les autres matières en dehors de celles du bloc 1 et 2. Point important, très important, si l'accord d'entreprise assure des garanties dites au moins équivalentes, selon les propres termes du Code du travail, l'accord d'entreprise s'appliquera obligatoirement dans le cas du bloc 1 et du bloc 2. Ce sont l'application toujours des articles L 2253-1 et 2 du Code du travail. Les ordonnances ne définissent pas cette notion d'équivalence. Cependant, la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018 est venue préciser cette notion. Pour savoir si les garanties sont au moins équivalentes, il faut apprécier, selon la loi de ratification, si l'ensemble de garanties se rapporte à une même matière. Cette précision ne permet pas de résoudre tous les questionnements sur ce point-là, sur le fait de se rapporter à une même matière. Il se pose obligatoirement la question du périmètre de cette matière. Qu'est-ce qu'on entend par la matière? Par exemple, les heures supplémentaires sont-elles une matière à part entière ou rentrent-elles dans la matière de la durée du travail? Ce seront très certainement les juges qui devront à l'avenir statuer au cas par cas sur ce point précis. Donc il faudra surveiller la jurisprudence pour avoir la réponse effectivement sur la détermination de cette matière spécifique. Enfin, il convient de préciser, au niveau des nouveautés, une petite nouveauté, que le terme de convention ou accord d'entreprise qui incluait celui d'accord d'établissement comprend désormais également celui d'accord de groupe. C'est l'application de l'article L 2232-11 du Code du travail. Il en résulte que l'accord d'établissement, comme celui de groupe, bénéficie de la même primauté que celle offerte à l'accord d'entreprise. On comprendra donc les trois, l'accord d'entreprise, l'accord d'établissement ou l'accord de groupe, qui bénéficient de cette primeur donc mise en place par les ordonnances Macron. Ces précisions étant faites, nous pouvons détailler le contenu des blocs, notamment du bloc 1, où l'accord de branche s'appliquera obligatoirement, à moins que l'accord d'entreprise comporte des garanties au moins équivalentes, comme nous venons de le voir. On trouvera les salaires minima, les classifications, la mutualisation des fonds de financement du paritarisme, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, les garanties collectives complémentaires, la durée du travail, alors pas forcément l'intégralité des dispositions encadrant la durée du travail, mais ce qui comprendra les heures d'équivalence, les temps de pause, les heures supplémentaires, les compléments d'heures par avenant, les temps partiels et les heures complémentaires. On trouvera également les durées maximales, le délai de transmission et le délai de carence des CDD et des contrats de mission. On aura également au sein de ce bloc 1 les dispositions encadrant le nouveau CDI de chantier, les dispositions concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions et durées de renouvellement de la période d'essai dans un contrat de travail. Attention, on parle bien du renouvellement de la période d'essai et non de la période d'essai initiale. On aura également les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail en cas de fusion, de cession de l'entreprise. Également, tout ce qui concernera la mise à disposition d'un salarié temporaire et le portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté et le montant de l'indemnité d'apport d'affaires. Voilà pour ces 13 exceptions où l'accord de branche prime à ce niveau-là, sur l'accord d'entreprise. On va s'intéresser désormais au bloc numéro 2. Concernant le bloc numéro 2, il existe 4 domaines où l'accord de branche décide de primer sur l'accord d'entreprise, à moins que celui-ci ne dispose de garanties au moins équivalentes, comme nous l'avons vu précédemment. Cette primauté est soumise à une condition, l'existence d'une clause dite de verrouillage dans l'accord de branche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clause?
C'est une clause qui précise tout simplement que l'accord de branche s'appliquera obligatoirement sur l'accord d'entreprise si celui-ci est moins favorable. Dans ce bloc 2, on trouvera donc ces 4 domaines: la prévention de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, le seuil de désignation des délégués syndicaux, le nombre de délégués syndicaux et la valorisation de leur parcours syndical. On aura également, quatrième domaine, la prime pour travaux dangereux ou insalubres. Alors, petite particularité, pour ce qui concerne donc la condition du choix en fait de primer ou pas pour l'accord de branche, pour les clauses de verrouillage existantes avant l'entrée en vigueur des ordonnances, soit avant le 24 septembre 2017, dans les accords de branche ou les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ces clauses pourront continuer de produire leurs effets, mais sous réserve de confirmation par un avenant à l'accord avant le 1er janvier 2019. C'est l'application de l'article 16 de l'ordonnance 1385 du 22 septembre 2017. Il s'agit de confirmer en fait par avenant que c'est l'accord de branche qui prime dans ces 4 domaines s'il existait déjà une clause de verrouillage en place. Voilà concernant le bloc 2. On va s'intéresser désormais au bloc 3. Alors, le bloc 3, c'est le plus simple, c'est l'application de la primauté de l'accord d'entreprise, la nouveauté. L'accord d'entreprise prime sur toutes les autres matières que celles que nous venons de voir dans le bloc 1 et dans le bloc 2. Alors, on peut donner des exemples de ces matières-là, comme les primes. Alors, sauf bien entendu la prime pour travaux dangereux ou insalubres du bloc 2, que nous avons vu précédemment ensemble. On trouvera également les préavis et les indemnités de rupture. Et enfin, par exemple, la durée de la période d'essai initiale. Alors attention, c'est la période d'essai initiale. Elle ne peut pas être inférieure à celle prévue par la loi. Et on parle bien de la période d'essai initiale et non de son renouvellement, qui lui est compris dans le bloc 1 où l'accord de branche prime obligatoirement, comme nous venons de le voir également. Cette articulation en bloc, nous venons effectivement de la présenter, l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise étant faite, nous allons nous intéresser maintenant à l'articulation entre les accords collectifs et le contrat de travail. Avant de se concentrer sur le graphique que vous pouvez voir à l'écran, sur la marguerite, il convient de procéder à quelques explications sur le contexte de cette nouveauté. Alors, le principe est que les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail se substituent de plein droit et immédiatement à celles des contrats de travail en cours, sauf si elles sont moins favorables. C'est l'application de l'article L 2254-1 du Code du travail. C'est une application classique du principe de faveur. Il en résulte une application de la convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise immédiatement pour tous les éléments de la relation de travail qui n'ont pas une valeur contractuelle. Dès lors qu'un élément du contrat n'a pas de valeur contractuelle et a une source uniquement conventionnelle, le changement conventionnel de celui-ci s'impose sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail depuis une jurisprudence constante. On a 2 arrêts de la Cour de cassation chambre sociale, un premier arrêt du 28 février 2006, un deuxième du 19 mars 2014 concernant ce point-là. À l'inverse, si le texte conventionnel vise un élément du contrat de travail qui a été contractualisé, l'accord collectif ne peut à lui seul modifier le contrat de travail. Dans ce cas, si le salarié n'est pas d'accord pour modifier son contrat de travail et qu'il refuse de signer un avenant à son contrat, l'employeur est dans l'obligation soit de renoncer à la modification, soit d'engager une procédure de licenciement. Ce licenciement doit reposer sur le motif à l'origine de la modification refusée. Attention, c'est le motif à l'origine de la modification refusée. Sauf certaines exceptions légales, et on en vient au graphique que vous avez sous les yeux, très particulières que nous allons voir ensemble. Ces exceptions légales
ancienne, donc, étaient les accords dits accords d'emploi, au nombre de 4 que vous voyez apparaître à la gauche, à la gauche de votre écran. C'est la petite marguerite que vous avez sous les yeux. Les dispositions de ces 4 types particuliers d'accords s'imposaient obligatoirement sur le contrat de travail, sur le contrat de travail en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique. En cas de refus du salarié de signer l'avenant appliquant les dispositions de ces accords, le licenciement du salarié obéissait à des règles différentes en fonction des dispositions de l'accord appliqué. En cas de refus d'application des dispositions de l'accord de réduction du temps de travail, par exemple, c'est le premier cas, l'employeur pouvait licencier le salarié pour motif personnel. En cas de refus d'application des dispositions de l'accord de maintien de l'emploi, l'employeur pouvait là licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse, mais avec obligatoirement une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, dit le CSP, ou de congé de reclassement. En cas de refus d'application des accords de préservation et de développement de l'emploi, l'employeur pouvait licencier pour cause réelle et sérieuse, là aussi, mais avec un dispositif d'accompagnement spécifique par Pôle emploi. Enfin, en cas de refus d'application des accords de mobilité interne, le quatrième cas, l'employeur pouvait licencier pour motif économique individuel. Pour y voir plus clair, au vu de ces 4 types différents de licenciement, et pour simplifier la procédure, ces 4 types différents d'accords font l'objet d'une fusion, d'une harmonisation par les ordonnances. Ils se regroupent sous le même terme, le terme d'accord de performance collective que vous voyez à droite de votre écran. Cet accord de performance collective doit être mis en place sous certaines conditions. Il doit obligatoirement être un accord majoritaire, c'est-à-dire qu'il doit être signé par des syndicats représentant 50% des salariés ou à défaut, il peut être validé par un référendum à la demande des syndicats ayant obtenu 30% des suffrages aux dernières élections professionnelles. Nous reviendrons plus tard effectivement sur ce point-là. Cet accord se substitue de plein droit au contrat de travail dans le respect des salaires minima hiérarchiques. On fait la référence au bloc 1 que nous avons vu tout à l'heure, où l'accord de branche prime obligatoirement. Dans le cas d'une modification du contrat de travail pour appliquer les dispositions de cet accord, le salarié dispose d'un délai de réflexion de 1 mois suite à la proposition d'avenant faite par l'employeur. Comme c'est le cas en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, c'est l'application de l'article L 1222-6 du Code du travail, on retrouve une similitude. Si le salarié refuse de signer l'avenant, l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour le licencier. C'est l'application de l'article L 2254-2 du Code du travail. Le licenciement est alors un licenciement spécifiquement créé, qui n'existait pas jusqu'à présent. Comme il rentre dans aucune catégorie de licenciement existante, c'est un licenciement dit sui generis, porte le terme de sui generis. Il repose en fait sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse. Les règles sont les mêmes à appliquer, les règles à appliquer pour ce licenciement sont les mêmes que pour celles d'un licenciement pour motif personnel, à la différence qu'il entraîne un abonnement de 100 heures par l'employeur sur le compte personnel de formation du salarié. C'est une précision qui est donnée par un décret, le décret du 29 décembre 2017. Voilà pour ce qui concernait l'articulation entre les accords d'entreprise et le contrat de travail. Suite également les accords collectifs en général et le contrat de travail. Suite à l'articulation de ces accords collectifs, nous allons nous intéresser maintenant à la sécurisation de ces accords-là. Nouvelle règle. En cas de contestation de la conformité de l'accord collectif, c'est désormais au requérant d'apporter la preuve de la non-conformité afin de limiter le nombre de contestations de l'accord. Pour apporter en fait plus d'importance aux accords collectifs, les ordonnances Macron ont voulu les sécuriser, à ce que ces accords ne soient pas contestables
de façon constante de plusieurs fois. En cas de contestation de la conformité de cet accord, c'est désormais plus difficile puisqu'il faut rapporter la preuve de la non-conformité. Pour, là encore, sécuriser ces accords pris et limiter les contestations, les ordonnances instaurent une nouvelle prescription de 2 mois pour l'action nullité, à compter de la notification ou de la publication de l'accord. C'est l'application de l'article L 2262-14 du Code du travail. Dans le cas d'une action nullité, le juge a désormais 6 mois pour statuer. Donc on a une nouvelle prescription, on a des délais assez courts qui ont été mis en place pour éviter les contestations. On notera également la codification de la possibilité pour le juge de renoncer à la rétroactivité de l'annulation d'un accord collectif. C'est l'application de l'article L 2262-15 du Code du travail. Ici, l'idée, c'est de limiter la décision qui va être prise sur l'annulation. En d'autres termes, si le juge conclut à l'annulation de l'accord collectif, il peut toutefois, en cas de conséquences manifestement excessives, c'est la condition émise par les termes du Code, en cas de conséquences manifestement excessives, limiter les effets et la portée de sa décision en appliquant la décision que pour l'avenir. Cela peut apporter une sérénité, une sécurité sur l'application de l'accord collectif, sachant que le juge peut décider de revenir en arrière et ainsi limiter les conflits suite à l'application d'un accord collectif devenu nul. En d'autres termes, l'idée, c'est véritablement de sécuriser ces accords-là pour être en mesure, pour apporter de la confiance en l'accord qui est passé et éviter une contestation trop récurrente. Pour inciter les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises à négocier certaines dispositions spécifiques, les ordonnances permettent la création par accord de branche d'un accord type pour les TPE-PME. De plus, une nouvelle condition pour étendre les accords de branche dans les entreprises de moins de 50 salariés fait son apparition. Pour que l'accord de branche soit étendu, il faut qu'il comporte obligatoirement les dispositions spécifiques de cet accord type. L'idée, c'est de permettre aux TPE-PME de négocier et de pouvoir, même de les obliger à négocier pour que l'accord de branche soit étendu. C'est l'application de l'article L 2261-3 du Code du travail. Une autre condition pour étendre les accords de branche est mise en place. Il faut l'absence d'opposition d'une organisation patronale. Alors, cette organisation patronale, pour être valable, devra être reconnue représentative au niveau de la branche dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50% de l'ensemble des salariés au sein même des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Pour être valable, il y a une condition spécifique pour que l'opposition patronale à l'extension puisse se faire, c'est d'être reconnu représentatif au niveau de la branche. Et pour reconnaître cette représentativité, il faut être représentatif dans les entreprises adhérentes qui emploient plus de 50% de l'ensemble des salariés. Jusqu'à présent, les conditions de cette opposition patronale à l'extension étaient que l'opposition devait être écrite, motivée et notifiée aux parties signataires. Désormais, les conditions spécifiques de ce droit d'opposition sont plus nombreuses afin d'éviter des oppositions trop fréquentes. L'idée, c'est de simplifier, encore une fois, de sécuriser les accords collectifs. Alors, quelles sont ces nouvelles conditions? Elles sont prévues à l'article L 2261-19 du Code du travail. Le droit d'opposition doit être exercé dans un délai de 1 mois à compter de la publication de l'avis d'extension au journal officiel, ce qui est une nouveauté, on instaure un délai. L'opposition doit toujours être écrite et motivée, comme auparavant. Elle doit être également notifiée à l'ensemble des organisations représentatives, là également pas de changement, mais faire l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, ce qui est une nouveauté également. L'autorité administrative, on l'entendra, ça sera la directe. Enfin, une dernière nouveauté, le ministre du Travail peut refuser l'extension d'un accord collectif pour un motif
d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence par des entreprises de taille importante vis-à-vis d'entreprises de plus petite taille. C'est l'application de l'article L 2261-25 du Code du travail. En effet, en étendant l'accord collectif, des entreprises de taille plus importante pourraient se retrouver en difficulté par rapport à des entreprises de taille plus importante, ce qui créerait en fait une concurrence déloyale. Donc là, on ouvre la possibilité pour le ministre du Travail de refuser l'extension d'un accord collectif pour un motif d'intérêt général, ce qui est une nouveauté en soi. Concernant la notification de l'opposition patronale également, il faut savoir que je vous ai indiqué que c'était auprès de l'autorité administrative compétente, donc ça sera soit la directe, soit effectivement et plus vraisemblablement le ministère du Travail. Voilà pour cette petite précision. Donc voilà deux nouveautés, une opposition patronale à l'extension, mais le ministre du Travail lui-même peut aussi également refuser l'extension d'un accord collectif. Voilà pour ce qui concerne cette sécurisation. On s'intéressera également, ce qui rentre encore dans la sécurisation, on va s'intéresser au dépôt de l'accord. Il existe désormais une nouvelle procédure de dépôt des accords collectifs qui a été mise en place par un décret, le décret du 15 mai 2018. Les pièces nécessaires au dépôt d'un accord collectif sont les suivantes. Alors pour tous, pour tout type d'accord, une version intégrale de la convention ou de l'accord signé par les parties. Alors petite précision donnée au format PDF. Une copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives. Une version publiable anonymisée, ça c'est la nouveauté, au format DocX. Donc on peut désormais mettre en œuvre une version publiable anonymisée. Pour les accords, c'est même une obligation. Pour les accords d'entreprise, pour les accords de groupe, d'établissement, d'inter-entreprise, le procès verbal du résultat du vote doit être donné dans le cadre de ce dépôt, si l'accord est le résultat d'une consultation des salariés, que nous allons voir ensuite. On doit également mentionner une liste des établissements et leur adresse en un seul exemplaire, en cas d'existence de multiples établissements, de plusieurs établissements. Enfin, l'acte négocié de publication partielle doit être donné lors de ce dépôt. Si une publication partielle est prévue, c'est une possibilité qui est désormais offerte qu'aux accords d'entreprise et non plus aux accords de branche. Pour ce qui concerne le dépôt de l'accord va se faire sur une nouvelle plateforme de téléprocédure appelée Téléaccord par le représentant légal de l'entreprise et non plus par la partie la plus diligente comme auparavant. C'est une nouvelle plateforme de téléprocédure qui se fait en ligne sur Internet, sur le site, sur la téléplateforme Téléaccord. Un dépôt également d'un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Pas de nouveauté sur ce point-là. Pour ce qui concerne les accords de branche, accords professionnels et interprofessionnels, un dépôt devra s'effectuer en 2 exemplaires, un support papier, un support électronique auprès des services centraux du ministère du Travail par la partie la plus diligente. Pas de nouveauté sur ce point-là. Un dépôt d'un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Pas de nouveauté également. Les nouveautés principales concernent plus souvent concerneront le dépôt en fait de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative conséquence. Cette nouvelle procédure est rentrée en application pour les conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017. Donc ces dispositions sont en vigueur. Voilà ce qui concernait toute la sécurisation des accords collectifs. On a vu l'extension des accords, mais également la nouvelle procédure de dépôt de ces accords. On va s'intéresser désormais à la restructuration des négociations collectives. Concernant la restructuration des négociations collectives, on s'intéressera d'abord à la nouvelle négociation sans délégué syndical, puis à la restructuration mise en place pour les accords collectifs et enfin par les négociations que l'employeur doit obligatoirement mettre en place.
Les ordonnances Macron ouvrent la possibilité de négocier sans délégué syndical. Dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés et qui ne disposent pas de membres de la délégation du CSE, l'employeur peut proposer un projet d'accord d'entreprise aux salariés qui doit avoir été approuvé à la majorité des 2/3 par les salariés. C'est l'application de l'article L2232-21 du Code du travail. C'est le graphique que vous voyez à la gauche de votre écran pour ce qui concerne les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés. Attention, les salariés peuvent dénoncer cet accord en réunissant à nouveau les 2/3 des salariés et en dénonçant l'accord par écrit un mois avant chaque date anniversaire de l'accord. C'est l'article suivant, l'article L2232-22 du Code du travail. Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, c'est le graphique que vous avez à la droite de votre écran, l'employeur peut négocier soit avec un salarié, membre du CSE ou non, mandaté par une organisation syndicale, soit avec un membre de la délégation du personnel au CSE. C'est l'application de l'article suivant, article L2232-23-1 du Code du travail. L'accord doit avoir été approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Alors, qu'est-ce qu'un salarié mandaté par une organisation syndicale? Il s'agit d'un salarié désigné par une organisation syndicale représentative pour mener des négociations dans l'entreprise en l'absence de délégués syndicaux et de représentants élus du personnel. C'est lorsqu'il y a carence. Lorsque l'accord est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, non membres du CSE, du Comité social et économique, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés par référendum. Les décrets du 10 décembre et du 26 décembre 2017 fixent les modalités d'organisation de la consultation des salariés. La consultation des salariés doit être organisée dans un délai de 2 mois à partir de la conclusion de l'accord. Elle a lieu pendant le temps de travail en l'absence de l'employeur. Le scrutin est bien évidemment secret, sous enveloppe ou par voie électronique. L'employeur s'accorde sur les conditions de cette consultation avec les représentants élus du personnel mandaté ou les salariés qui ont été mandatés. Cet accord fixera en fait les moyens de transmission aux salariés du texte de l'accord, du lieu, de la date et de l'heure du scrutin, de l'organisation et du déroulement du vote, le texte de la question soumise au vote, bien évidemment. L'employeur informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est réalisée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord. En cas de désaccord sur les conditions d'organisation de la consultation, il y existe une possibilité de contester. Les élus ou salariés mandatés peuvent saisir le tribunal d'instance dans un délai de 8 jours à partir de l'information des salariés. Le tribunal d'instance, qui est le tribunal compétent, statue en dernier ressort dans les 15 jours suivant la consultation si cette contestation concerne la régularité du scrutin. Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les règles antérieures perdurent pour ce qui concerne la possibilité de négocier sans délégué syndical. C'est l'application de l'article L 2232-26 du Code du travail. Obligation de négocier avec un membre de la délégation du personnel du CSE mandaté par une organisation syndicale, s'il existe une absence de délégué syndical, sans délégué syndical. Puis, si aucun de ces membres n'a souhaité se faire mandater, avec un membre non mandaté, et si aucun membre n'a souhaité négocier, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Enfin, une nouveauté qui concerne le comité social et économique central, en cas de négociation sans délégué syndical, mais avec un membre du CSE central, l'accord est valide s'il obtient la majorité. Cette majorité
est apprécié en fonction du poids du membre du CSE central. C'est l'application de l'article L 2232-25 du Code du travail. Pour calculer le poids du membre du CSE central, il faut faire un rapport. C'est le rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et le nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires du CSE central. Donc on obtient ce rapport qui permet d'apprécier si on arrive à atteindre la majorité en cas de négociation avec un membre du CSE central. Donc il va falloir faire un calcul donc ce rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur du membre et le nombre total de suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires du CSE central. Ce qui permet d'avoir le poids du membre du CSE central et donc de savoir si l'accord qui négocie est valide parce qu'il obtient la majorité. Concernant la restructuration des accords collectifs, pour qu'un accord d'entreprise soit approuvé en présence d'un délégué syndical cette fois-ci, donc là on est en présence d'un délégué syndical, on applique le principe de l'accord majoritaire. Alors on avait vu effectivement la mise en place de cet accord majoritaire précédemment pour les accords de performance des accords de performance collective. Ce sont effectivement ces accords-là que nous avons vus précédemment. Alors, il fallait pour ces accords-là mettre en place un accord majoritaire. Pour que cet accord majoritaire soit mis en place, l'accord, en fait, alors qu'est-ce qu'un accord majoritaire? L'accord doit être signé par des syndicats représentant 50% des salariés, comme auparavant, ou à défaut, si on n'atteint pas les 50%, il peut être validé par un référendum à la demande des syndicats ayant obtenu 30% des suffrages aux dernières élections. C'est l'application de l'article L 2232-12 du Code du travail, c'est le fameux référendum. Cet accord majoritaire avait été mis en place par la loi travail dite El Khomri de 2016, ça n'est pas nouveau. Auparavant, il n'était valable que pour les accords sur la durée du travail, mais la généralisation de ce principe, de la mise en place de ce référendum, a été avancée au 1er mai 2018 au lieu du 1er septembre 2019, soit 18 mois avant, par les ordonnances Macron. Donc c'est d'ores et déjà d'application. Pour ce qui concerne désormais les conventions collectives, une nouveauté également au niveau de la restructuration, le ministre du Travail devait auparavant, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi travail, c'est l'article 25 de la loi travail de la loi El Khomri du 8 août 2016, engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des 7 années précédant la dite entrée en vigueur. L'idée, en fait, c'était de restreindre, de réduire le nombre des conventions collectives qui devenaient importants avec des branches, avec des conventions collectives qui ne négociaient plus depuis 7 années. Ce délai est désormais ramené à 2 ans. Donc, désormais, effectivement, on va avoir la possibilité le ministre du Travail va avoir la possibilité de fusionner des conventions collectives. Les branches susvisées en question, qui n'ont rien négocié pendant 7 ans, pas de nouveauté, ont donc jusqu'en août 2018 pour opérer les rapprochements nécessaires. À défaut, le ministre peut engager la procédure de fusion à compter de cette date. C'est l'application de l'article L 2261-32 du Code du travail. Précision supplémentaire, le délai est également réduit de 3 à 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi travail pour que la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective puissent s'opposer à la fusion des branches par le ministre du Travail. Donc il y a un contre-pouvoir, c'est la Commission nationale de la négociation collective qui peut s'opposer à la majorité de ses membres à la fusion des branches. Toutes ces dispositions rentrent effectivement en vigueur à l'heure actuelle puisque nous sommes en septembre 2018. Voilà pour ce qui concerne les nouveautés concernant la procédure de fusion des branches. Néanmoins,
les branches qui n'ont rien négocié pendant 7 ans ne sont pas les seules branches concernées par cette fusion, par cette possibilité de fusion par le ministre du Travail. Dans le cadre de cette procédure de fusion des branches, sont désormais visées celles comptant moins de 5000 salariés. En effet, jusqu'à présent, le Code du travail visait les branches caractérisées par la faiblesse de leur effectif. C'était les termes employés, par la faiblesse de leur effectif salarié. L'effectif inférieur à 5000 salariés n'était qu'un des critères de ciblage des branches prioritaires. C'était l'article R 2261-15 du Code du travail qui a été modifié. Désormais, ce critère est inscrit dans la loi et non plus seulement au niveau réglementaire, à l'article L 2261-32 du Code du travail, afin de renforcer la visibilité. Et donc maintenant, les branches concernées sont celles qui n'ont rien négocié pendant 7 ans et celles qui comptent moins de 5000 salariés. Voilà pour la fusion des conventions collectives. Pour aider également les très petites entreprises, TPE, PME, à y voir plus clair dans les négociations collectives et apporter plus d'informations à ce sujet, les ordonnances Macron les aident en créant un observatoire départemental pour les entreprises de moins de 50 salariés qui aura la charge d'établir un bilan annuel du dialogue social dans le département, qui aura également la charge d'apporter son expertise juridique aux entreprises de son ressort du département dans le domaine du droit du travail. Ça peut être une possibilité d'aide pour les TPE-PME. Il faudra contacter donc l'observatoire départemental. Cet observatoire aura une composition tripartite entre des membres désignés par les organisations syndicales représentatives patronales, les membres désignés par les organisations syndicales représentatives salariées et des représentants de la directe compétente dans le département. Enfin, les ordonnances créent une nouvelle obligation à la charge de l'employeur d'informer annuellement les salariés des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, que l'on peut trouver sur le site du ministère du Travail. Donc il y a une nouvelle obligation à la charge de l'employeur qui devra informer chaque année les salariés des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives. C'est l'article L 2141-7-1 du Code du travail. Après avoir étudié donc cette restructuration des accords collectifs, nous pouvons nous intéresser aux négociations obligatoires, faire un point sur les négociations obligatoires. Alors, les 3 thèmes étaient déjà prévus par les textes avant l'entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017. Ils sont conservés, ces 3 thèmes de négociation obligatoire sont conservés sans modification importante. Les tableaux que vous pouvez observer à l'écran récapitulent le contenu à négocier thème par thème. On les retrouve dans les articles L 2242-15-17 et -20 du Code du travail. On trouvera pour le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, le premier thème, par exemple, la négociation sur les salaires effectifs, la négociation sur la durée du travail ou sur la participation et l'intéressement. Pour le thème de l'égalité professionnelle et de la qualité de la vie, on négociera sur le droit à la déconnexion, nouveau droit à la déconnexion, la lutte contre les discriminations et l'insertion des travailleurs handicapés, par exemple. Attention, une petite subtilité, il faut différencier la négociation sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes du thème 1, du thème de la rémunération, et celle de l'égalité, la négociation obligatoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes du thème numéro 2. Ce sont 2 négociations différentes, l'un sur la rémunération, sur l'égalité de rémunération, l'autre sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc attention à ne pas les différencier, car ce sont 2 négociations différentes obligatoires à mettre en place. Pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dite la GPEC, la négociation sera obligatoire uniquement pour les entreprises d'au moins 300 salariés. Donc un cas particulier pour le thème 3, pour tous les thèmes du thème 3, de la matière 3. Il portera par exemple sur la consultation du CSE en cas de licenciement économique, sur l'insertion des jeunes dans les entreprises
et sur la présence de l'existence de contrats en alternance. Pour ce qui concerne ces 3 thèmes, on va voir ensemble les conditions. La fréquence des négociations obligatoires peut être négociée par accord collectif, mais est limitée à 4 ans au maximum. Donc, par accord collectif, on peut négocier une fois tous les 4 ans au maximum. À défaut de dispositions conventionnelles contraires, défaut d'accord collectif, la négociation pour les 2 premiers thèmes, ce qui concerne la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que le deuxième thème, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, est obligatoire chaque année. Attention, c'est chaque année si aucun accord collectif n'a été négocié. Donc là, on ne sera plus sur une durée on ne pourra plus aller jusqu'à 4 ans, puisqu'il n'y a pas d'accord collectif qui le prévoit. Ça sera obligatoire chaque année. C'est l'article L 2242-13 du Code du travail. Pour le troisième thème, la GPEC, la négociation doit avoir lieu obligatoirement tous les 3 ans dans les entreprises de plus de 300 salariés, si aucun accord collectif, là encore, n'a été trouvé. Pour aller au-delà. À défaut d'accord sur l'organisation des négociations, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative, à défaut d'une initiative de l'employeur, depuis plus de 1 an pour les 2 premiers thèmes et depuis plus de 3 ans pour l'AGPEC. Donc, si aucun accord collectif n'a été négocié, effectivement, si l'employeur oublie de négocier, à la demande, il est obligé de le faire à la demande d'une organisation syndicale représentative. Il convient également de rappeler que lors de cette première réunion de négociation, il doit être précisé, alors on ne commence pas à négocier tout de suite, on doit préciser le lieu et le calendrier de là ou des réunions qui vont se tenir ensuite. Donc on ne commence pas à négocier, il faut prévoir déjà le lieu et le calendrier de la future négociation, la future réunion de négociation. Également, on prévoit les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et sur la date de la remise de cette documentation. Attention pour cette obligation-là, qui est prévue à l'article L 2242-14 du Code du travail concernant la première réunion de négociation. Enfin, il existe des sanctions en cas d'absence d'ouverture de négociation dans une entreprise où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Il faut qu'il y ait une ou plusieurs sections syndicales au sein de l'entreprise qui soient constituées pour être sanctionnées. Il faut qu'il y en ait au moins une. Cette sanction, quelle est-elle? C'est une pénalité de 10% des exonérations de cotisations sociales dont l'entreprise a bénéficié. En cas de récidive, la pénalité peut aller jusqu'à 100% des exonérations de cotisations sociales dont l'entreprise a bénéficié. Voilà, au cours de l'année. Donc, attention, il faut effectivement pour l'employeur faire attention à bien négocier. Si ce n'est pas le cas, l'organisation syndicale peut demander à le faire et il risque d'y avoir effectivement une sanction mise en place, une pénalité. Point très spécifique, en l'absence d'accord sur l'égalité professionnelle ou de plan d'action mis en œuvre sur ce sujet, qui est le thème numéro 2 en termes de négociation obligatoire, dans ce cas-là, seules les entreprises d'au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité qui est fixée à 1% au maximum des rémunérations ou des gains des salariés par la directe. Voilà pour attention à cette petite particularité pour la deuxième négociation, l'égalité professionnelle et la qualité de vie. Si on est dans une entreprise d'au moins 50 salariés, il y a un risque de sanction fixé à 1% au maximum des rémunérations ou gains des salariés par la directe. Voilà concernant cette webconférence. J'en ai terminé avec la présentation. Alors, si vous le voulez bien, nous pouvons passer à la phase de questionnement. Donc, vous pouvez poser nos questions ou nous contacter au 01 75 75 36 00 si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Vous pouvez poser vos questions, je vais essayer donc de répondre à certaines questions. Et puis ensuite, si jamais je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser
puisque nous vous répondrons, nous nous engageons à répondre personnellement, à vous recontacter personnellement pour vous apporter la réponse. Alors, une première question, y a-t-il un nombre de réunions minimum à avoir pour les négociations obligatoires? Il n'y a pas de nombre en fait de réunions particulier à avoir prévu par la loi. En effet, la loi indique juste des dispositions, une obligation faite lors de la première réunion de se mettre d'accord sur le lieu et sur les informations échangées pour la future réunion. Mais il n'y a pas effectivement de nombre de réunions minimum obligatoire. Alors, concernant une deuxième question, j'aimerais savoir comment enregistrer l'accord collectif. Alors, comment enregistrer un accord? Ici, c'est la procédure de dépôt donc qui va être mise en place. Alors effectivement, ça dépend du type d'accord collectif mis en place. Si c'est un accord en fait d'entreprise, de groupe, d'établissement ou d'interentreprise, auquel cas là effectivement il faudra respecter donc les pièces nécessaires au dépôt et les envoyer donc auprès du ministère du Travail en utilisant la procédure spécifique, la nouvelle procédure de dépôt de l'accord sur la nouvelle plateforme de téléprocédure appelée Téléaccord. Il ne faut pas oublier de déposer un exemplaire également de l'accord au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion avec les pièces dont nous avons parlé, le procès-verbal du résultat du vote, s'il y a eu consultation des salariés, une liste des établissements et leur adresse en un seul exemplaire en cas de multiples établissements, et un acte négocié de publication partielle. Ça, c'est une nouveauté, si une publication partielle est prévue. Là, ça n'est valable que pour les accords d'entreprise, de groupe, d'établissement ou interentreprise. Par contre, pour ce qui concerne les accords de branche, au niveau du dépôt, un dépôt en 2 exemplaires, support papier, support électronique auprès des services centraux du ministère du Travail par la partie la plus diligente, un dépôt d'un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, pas de nouveauté. Bien entendu, à chaque fois, il faut respecter la tripartite, une version intégrale de l'accord en format PDF, une copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, bien entendu signataires, et une version publiable anonymisée au format DocX. Pas également que signataire pour la notification. Il faudra également la notifier à l'ensemble des organisations représentatives. Alors, une autre question. Pour l'égalité professionnelle, à défaut d'accord, un plan d'action qui serait signé par les organisations syndicales majoritaires permet-il de respecter l'obligation légale? Alors, concernant cette question, pour l'égalité professionnelle, la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle, là, effectivement, au niveau de cette négociation, la loi prévoit un accord, mais en termes de sanctions, il suffit d'avoir mis en place un plan d'action pour éviter, dans les entreprises de plus de 50 salariés, la sanction fixée à 1% au minimum des rémunérations et gains des salariés par la directe. Néanmoins, attention, parce que si effectivement vous avez une ou plusieurs sections syndicales dans votre entreprise, la pénalité de 10% des exonérations de cotisations sociales dont l'entreprise a bénéficié pourrait être mise en œuvre si le plan d'action ne correspond pas effectivement à un accord. Donc là, il faudra voir effectivement, après, il faudra observer la jurisprudence pour voir si les juges seront cléments ou pas. Ça dépend après effectivement des conseils des prud'hommes, des cours d'appel et on verra la cour de cassation. S'ils sont cléments sur cette appréciation, est-ce qu'un plan d'action suffira au lieu de la négociation d'un accord? Voilà pour ce point-là. Qu'en est-il des obligations de négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés? Alors, concernant les obligations de négociation, ces obligations, les négociations obligatoires, là, sur ce point précis, effectivement, il faut se référencer encore aux thèmes d'obligations obligatoires que nous avons vus ensemble, qui devront être mis en place
Donc, tout ce qui concernera le thème de la rémunération et le thème également de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Pour le thème de la GPEC, bien entendu, ça ne sera pas une obligation. Bien entendu, au niveau de ces obligations de négociation, on pourra procéder par la nouvelle procédure de négociation sans délégué syndical, si on le souhaite, comme nous l'avons vu ensemble avec une possibilité de consultation et de référendum approuvé par les 2/3 des salariés. Une autre question. Alors, que se passe-t-il si l'accord n'a pas été accepté? Alors là, effectivement, du point de vue de si l'accord n'a pas été accepté, dans ce cas-là, il ne pourra pas rentrer en vigueur. Donc, il faudra retenter une nouvelle négociation. L'idée ici, c'est véritablement en fait de prévoir une négociation, de pouvoir justifier qu'on a mis en place une négociation. Peu importe que la négociation ait abouti ou non à un accord. Si l'accord n'est pas prévu, n'est pas mis en place, parce qu'il n'a pas été accepté, il y a eu un échec des négociations, dans ce cas-là, l'employeur a bien respecté la procédure, c'est tout simplement qu'il faudra renégocier plus tard sur ce point-là. Voilà. Alors, au vu du nombre de questions, donc pour les autres questions, je vous recontacterai, le service vous recontactera personnellement pour répondre à vos questions. Voilà. Je reste à votre disposition au numéro que vous voyez affiché si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous et à toutes, malgré le problème technique, je m'en excuse encore, de nous avoir suivis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.